Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour cette invitation. Merci Laura d'être à côté de moi. Donc moi je suis Juliette Paulet, je suis conservatrice du patrimoine au Centre national des arts plastiques. Je m'occupe de la partie la plus contemporaine de la collection, de 1990 à nos jours. Et puis précédemment, j'étais en charge de la collection de design. Laura, je vais peut-être te laisser te présenter. Bonjour à tous, moi je suis restauratrice de sculpture et spécialisée en art contemporain. Et voilà, je suis indépendante. Je vais introduire très brièvement la recherche de Laura qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui sur cette journée très technique sur le polyuréthane. Oui, je profite de cette occasion en fait pour vous présenter le cadre dans lequel Laura a travaillé, à savoir la bourse de soutien à la recherche en restauration et conservation d'œuvres d'art contemporain, qui est un des dispositifs d'aide du CNAP. Alors vous le savez peut-être, le CNAP soutient la création contemporaine par différents biais, tout d'abord en collectionnant des œuvres d'art et puis aussi en allouant des aides à tous les acteurs en fait de la création contemporaine, galeristes, éditeurs, artistes, critiques, chercheurs. Et peut-être que son dispositif le plus méconnu, c'est celui qui s'adresse précisément aux restaurateurs. Donc, j'en profite d'avoir cette belle assemblée. Et donc, c'est une commission qui se tient chaque année, qui, là, la précédente vient de se terminer, qui alloue entre 4 000 et 8 000 euros. En fait, c'est des sommes forfaitaires, soit 4 000, soit 8 000, pour une recherche libre que les restaurateurs viennent proposer au CNAP, donc qui peuvent être à la fois jeunes diplômés ou travailleurs émérites, mais qui doivent par contre être basés en France. Soit une recherche libre, soit une recherche proposée par l'institution, puisque vous le savez sans doute, avec plus de 100 000 œuvres, le CNAP offre un corpus, des ressources qui peut permettre de développer, d'avoir des conditions un peu privilégiées pour développer une recherche. Donc précédemment, il y a eu un sujet sur les résines polyester avec une recherche de Cécile Tazard et Naïma Borel. En 2017, c'était donc Laura Morel sur les mousses polyuréthane. En 2018, sur la pérennisation fonctionnelle des lampes à incandescence, donc des ampoules. Et en 2019, nous avons lancé un sujet sur les impressions 3D qui, malheureusement, n'a pas rencontré, personne n'a postulé, en fait, sur ce sujet-là. Donc je le relance, parce que je suis assez convaincue que ça, c'est peut-être dans 2 ou 3 ans, c'est la prochaine journée d'études qu'on pourra organiser sur les graves problèmes de conservation et de restauration que pose ce nouveau matériau dans les collections publiques. Peut-être en tant que conservatrice et historienne de l'art, un mot sur les mousses polyuréthane dans la collection du CNAP et puis pourquoi est-ce que collectivement on a choisi de soumettre ce sujet-là à l'attention des chercheurs restaurateurs. Bon, d'abord, c'est un corpus relativement important à l'œil nu, c'est-à-dire que Laura Morel a travaillé sur une petite vingtaine de pièces, mais je pense que d'autres collègues conservateurs pourront vous en reparler. En fait, il y a beaucoup plus... c'est un matériau beaucoup plus répandu dans les collections, mais mal identifié, mal répertorié, mal indexé. Donc ça sera la prochaine étape. Là, Laura, vous avez pu travailler sur... ce qui était accessible, mais en fait, il y aurait un travail d'identification beaucoup plus large à faire. Ce qui est accessible était globalement, pareillement, à l'œil nu, a priori, en moyen mauvais état. Donc ça, vous pourrez nous en dire plus aussi, avec des problématiques très très concrètes de conservation préventive, à savoir de conditionnement, hein. Des problématiques aussi très concrètes de restauration, de retouche, de comblement de lacunes qui s'additionnent et donc à réussir à faire le bilan et à dégager du sens dans tout ça. Et puis aussi, je pense, un matériau qui pose des questions
éthiques, en fait, des questions par rapport à ce que c'est que le geste artistique et ce que c'est le sens de ce matériau qui sont très précises. Ceux qui travaillent la mousse expansée, justement, pour le fait que ça soit un matériau qui permette le lâcher-prise, en fait, qui demande un coup de main, mais sans virtuosité, sans savoir-faire. Donc, il y a quelque chose qui traduit le geste de manière très, très immédiate. C'est évidemment des intentions qui viennent un peu se frotter à tout le travail du restaurateur et du conservateur. Et puis aussi, là, je vous montre, ça c'est une image de Maurizio Catalan, et puis ça c'est une image de publicité de Gouffram pour cette pièce, le Pratonné, sur laquelle Laura reviendra. Qui a été créé donc à la fin des années 60, mais vraiment 50 ans avant. Avant que ce mot soit très galvaudé, on est dans ce que je pourrais dire un matériau de l'anthropocène, en fait. Comment est-ce qu'on mime la nature, comment est-ce qu'on la reproduit avec ce qu'il y a de plus artificiel, avec vraiment ce que la civilisation du pétrole et de la destruction de l'environnement a produit, pour créer un objet à la fois ludique, séduisant, et puis qui porte quelque chose de très inquiétant, parce que c'est la disparition de la nature telle qu'on la connaît. Il y a eu un entretien très beau que vous avez fait avec Axel Liberty, donc, qui est un des directeurs commerciaux de Gouffram, où Axel Liberty, dans toute sa splendeur, on va dire, l'entretien est tout à fait passionnant, parle de l'absence de fonctionnalité totale de ce matériau, mais de la fonctionnalité symbolique, qui était précisément ce que les designers du groupe Ostum voulaient porter. Et puis, j'ai aussi été très frappée dans l'entretien avec l'artiste Richard Monnier que vous avez mené, Laura, de paroles extrêmement mélancoliques, en fait, où Richard Monnier se pose la question de qu'est-ce que ça peut être que la patine sur un matériau de l'Anthropocène, comment est-ce qu'on peut l'accepter, l'apercevoir. Et il parle vraiment de vanité, en fait, d'une œuvre qui ne peut pas être pérenne. On peut seulement retarder sa décomposition. Donc ça, c'est l'artiste lui-même qui parle de son travail. Et l'œuvre finira en poussière, comme tout le monde. Donc, sur ces paroles encourageantes, Laura va revenir sur sa recherche. Merci Juliette pour cette présentation du projet et aux organisateurs pour cette journée. Donc, je vais vous présenter certaines conclusions de l'étude que j'ai menée avec le CNAP, qui était basée donc sur un corpus de 16 œuvres que j'ai dû étudier via des constats d'état, des interviews d'artistes et la littérature pour apporter des informations sur leur fabrication, sur leur état de conservation et pouvoir donner quelques recommandations pour leur conservation et leur conditionnement. Et aujourd'hui, je vais principalement axer mon discours sur la typologie des pièces et les différentes méthodes d'utilisation de la mousse polyuréthane dans ce corpus. Alors, je vais vous faire une petite présentation du corpus qui est très divers. Donc, il comporte des pièces datant de 1986 à 2014, faisant partie des collections de design et des arts plastiques. Donc, tout d'abord, sur cette diapositive, vous voyez les œuvres éditées par Gouffram, qui est donc un éditeur italien et qui travaillait avec des artistes et des designers italiens issus du radical design. Ensuite, nous avons des pièces créées par des designers français entre 1994 et 2009. Et il s'agit ici de prototypes et de maquettes. Et enfin, les œuvres relevant des arts plastiques qui sont très diverses, créées entre 1987 et 2005 par des artistes français, italiens et suisses. Alors, le corpus est également très intéressant par la diversité de mise en œuvre du polyuréthane. Donc, comme vous le voyez, il est utilisé de différentes manières. Donc, tout d'abord, soit sous forme de mousse souple ou rigide, qui peuvent être mises en œuvre par moulage ou par blocs sculptés via des bombes aérosols ou par coulage libre. Nous allons passer en revue les différentes pièces en s'intéressant à leur méthode de fabrication. Alors, les deux prochaines... j'ai loupé une diapo.
Alors pour commencer, les œuvres de la section design. Alors les pièces éditées par Gufram sont des assises. Elles utilisent donc la mousse polyuréthane souple pour sa facilité de moulage et son confort. Le but de Gufram était de travailler avec des artistes et des designers venant des écoles d'architecture italiennes en les invitant à expérimenter avec le polyuréthane. Alors les pièces éditées par Gufram sont moulées à froid, c'est-à-dire sans mise en étuve du moule lors de l'expansion de la mousse. Et ils utilisent une mousse qui est nommée Guflex. Alors les œuvres complexes comme le Pratonné que vous voyez à droite sont des œuvres plus complexes qui nécessitent des collages post-moulage. Ces objets étant des assises, les designers ont joué sur des densités de mousse différentes, comme vous pouvez le voir pour le Massolo, avec un plateau plus rigide que la base. Le travail de finition est fait à la main pour chaque pièce, afin d'éliminer les bavures, comme vous pouvez le voir sur l'image du centre, avec l'utilisation d'un Dremel. Et donc, bien qu'il s'agisse de pièces de série, chaque pièce est unique. Et par exemple, concernant les pièces Pratonné, chaque inscription Pratonné est incisée manuellement par un ouvrier, donc chacune est unique. Chaque œuvre est finie par l'application d'un revêtement nommé Guflac, qui est breveté par Gufram et qui protège la mousse. Ce revêtement est composé de plusieurs couches de polyisoprène, chargées et pigmentées. Et la dernière couche est basée d'uréthane. L'application de ce revêtement est très complexe et long. La production est toujours en cours, donc le secret professionnel rend l'acquisition d'informations sur la fabrication difficile. Alors les deux prochaines pièces sont des prototypes, donc il s'agit du premier exemplaire des pièces qui est destiné à expérimenter les qualités du produit en vue de la construction en série. Dans ce cas, la mousse du polyuréthane souple est choisie pour le produit final, pour ses propriétés de confort et aussi sa facilité de moulage. Alors ici, l'artiste Vincent Borin est un artiste français. Il utilise également le moulage à froid pour son œuvre No Limit Hungary. Et donc en 1994, Vincent Borin a envie de faire une série d'objets qui ne ressemblent à aucune autre. Et donc la mousse est ici idéale. En collaboration avec un prototypiste, Vincent Borin va alors dessiner puis sculpter en polystyrène une assise qui servira de modèle pour la réalisation du moule. Donc c'est la photo sur la gauche. Et le moule va être réalisé à pièces, comme vous pouvez le voir sur l'image du centre, en résine polyester armée de fibres de verre. Les trois premières pièces, qui sont celles du CNAP, ont été réalisées par une usine à Saint-Denis et puis retravaillées par l'artiste et le prototypiste afin d'éliminer les bavures et les débordements de la mousse. Et ceci est un travail assez difficile d'après l'artiste car la peau formée est très dure. Les pièces sont ensuite peintes à l'aide de peinture polyuréthane au pistolet. Et donc, toutes ces informations permettent de comprendre les marques qu'on a à la surface des pièces. De nombreux exemplaires ont des problèmes de construction. L'artiste en a moulé entre 20 et 30 et plusieurs se sont complètement effondrés sur elles-mêmes au bout de quelques mois. Et pour l'instant, l'artiste ne comprend pas le pourquoi. Voilà. Alors, la seconde technique d'utilisation de la mousse est le moulage à chaud, que nous allons voir avec l'œuvre d'Olivier Péricot. Donc, Olivier Péricot est un designer français et il créa des cales en mousse de polyuréthane souple avec des inserts de gel qui permettent de s'asseoir à même le sol. Alors, Olivier Péricot est séduit par la diversité du polyuréthane que l'on peut utiliser à différentes densités, en gel, en peinture, et par les possibilités de recyclage du matériau. Ce projet a été construit de manière très expérimentale. Après la réalisation de différentes maquettes, Olivier Péricot travaillait avec un prototypiste afin de réaliser un moule en polyester que vous voyez sur la photo du centre, qui est lui chargé en aluminium. Et l'aluminium permet donc le transfert de chaleur lors de la mise en étuve. Après la mise en place des inserts de gel et des blocs de mousse plus rigides au sein du moule, la mousse est injectée et le moule est mis en étuve entre 120 degrés et 140 degrés pendant quelques minutes. À la sortie du moule, les pièces sont poncées et puis peintes avec une fine couche de polyuréthane au pistolet. Donc les œuvres qui sont conservées au CNAP sont des prototypes qui ont permis l'amélioration des exemplaires finaux.
Les deux prochaines pièces sont des maquettes. La mousse de polyuréthane est alors utilisée dans ce cas sous forme rigide pour ses facilités à être sculptée. Alors Pierre Borin est un plasticien de formation mais continuera sa carrière en tant que designer. Il crée un ensemble de chaises, fauteuils, étagères qui ont une grande influence dans sa carrière. Il marque le début de sa réflexion sur la simplification des formes. La maquette de la chaise Joffre, conservée au CNAP, était réalisée en matériaux composites. Avec le prototypiste, ils ont travaillé à deux pour améliorer la forme et le confort de la chaise. Et le prototypiste a alors utilisé un bloc de mousse de polyuréthane rigide qu'il a sculpté afin de pouvoir ajuster la forme petit à petit. On obtient donc un bloc monobloc à 6 dossiers qui est posé sur un cadre en métal dans lequel viennent s'insérer les 4 pieds. Le monobloc est recouvert d'un gel coat et le tout est peint en jaune afin d'homogénéiser l'ensemble. La dernière pièce relevant du design est la maquette de Mathieu Legarne du projet AEV. Mathieu Legarne est un designer basé en Bretagne. Et pour cette pièce, il s'agit d'un interacteur hygrométrique. Alors l'objet conservé au CNAP est une maquette à l'échelle 1, constituée d'une âme en mousse de polyuréthane rigide, recouverte d'une fine couche d'un mélange de terre pourpre, et puis sur la face extérieure d'une fine couche d'enduit. L'utilisation de la mousse de polyuréthane pour cet objet sert de support sculptable afin de pouvoir avoir une vision en 3 dimensions de l'objet. La mousse polyuréthane est alors tournée sur un tour à bois à l'aide au début d'un gabarit pour s'approcher de la forme et puis en utilisant des outils de tournage comme des ciseaux à bois au moment de la finition. Et d'après Mathieu Legarne, il s'agit d'une matière très facile à travailler. Et ensuite, la mousse a été recouverte d'un mélange de terre pour expliquer le principe visuel. À l'origine, les formes en mousse de polyuréthane devaient servir de médium pour réaliser les moules en plâtre afin de tirer des objets en terre, mais ce projet n'a pas abouti. Alors passons maintenant aux pièces relevant des arts plastiques. Alors tout d'abord, l'artiste Piero Gilardi, qui est un designer et artiste italien, utilise pour ses tapis nature les mousses souples, mais d'une manière très différente de ce qu'on a vu précédemment. Alors Tronci Caduti date de 1990, mais Piero Gilardi réalise des tapis nature depuis 1965, entièrement sculptés dans de la mousse polyuréthane souple et peinte. Alors l'artiste explique sa méthode dans le petit manuel d'expression avec la mousse de polyuréthane. Donc il achète sa mousse à un vendeur de matelas. Il s'agit d'une mousse souple fabriquée industriellement sur des tapis roulants à expansion libre. Elle est ensuite coupée et généralement vendue sous forme rectangulaire. Le tapis est formé d'un grand rectangle de mousse épaisse sur laquelle est ajouté des éléments sculptés. Il utilise des mousses de densité différentes qu'il découpe à l'aide d'un cutter, d'un couteau électrique ou de ciseaux. Les formes sont polies à l'aide d'une ponceuse électrique. Les éléments sont alors peints par immersion ou au pinceau et puis sont agrafés ou collés. Les autres pièces sont réalisées avec de la mousse polyuréthane rigide, mise en œuvre de différentes manières. Donc tout d'abord, 2 œuvres réalisées à l'aide de bombes aérosols de mousse dure, qui sont généralement utilisées pour l'isolation des bâtiments. Alors Marcel Biffer et Bitzkragen sont 2 artistes suisses. Et le CNAP possède donc 3 vases de taille et de formes différentes. Ils sont munis d'un moteur qui permet de les mettre en rotation. Là, vous voyez les œuvres en rotation. Donc plus la rotation du vase est rapide, plus il prend l'aspect d'une forme idéale de vase, telle, d'après les artistes, l'idée d'un vase selon la théorie des idées de Platon. Les vases ont été construits sur un disque tournant à faible vitesse avec de la mousse polyuréthane en bombe rigide qui semble à l'origine verte d'après les photos d'archives que j'ai pu trouver. Les artistes ont utilisé des nacelles afin d'évoluer en hauteur en même temps que croissaient leurs œuvres. La seconde œuvre réalisée à base de mousse polyuréthane en bombe est une œuvre d'Arnaud Labelle-Rojoux, qui est un artiste parisien. Le tableau, à présent, nous pouvons parfaitement distinguer le bien du mal, est réalisé en 2005 et le projet est parti de l'envie d'écrire un texte en mousse qui petit à petit deviendrait comme crypté et que l'on n'arriverait plus vraiment à lire. Sur un support indéterminé, car je n'ai pas pu avoir accès au dessous de l'œuvre, des films
adhésifs sont collés, et puis l'artiste est venu projeter de la mousse polyuréthane blanche en bombe en incluant un masque et un bras en latex, qu'il a peint avec une peinture synthétique noire. La mousse polyuréthane peut être également utilisée en coulage libre, c'est-à-dire que l'artiste mélange lui-même les deux composants de la mousse et la coule de manière manuelle. Elle s'expanse alors librement. 2 œuvres du corpus sont réalisées via cette technique. Donc tout d'abord, une œuvre de Bernard Quegnaud, artiste français. Cette pièce fait partie de la série Fluid Makeup, ici en monocouleur, dans laquelle il a réfléchi aux critères d'un tableau. Les petits ronds sont réalisés avec du carton épais sur lequel il appose un film plastique autocollant. Il les dispose sur un papier noir et puis il coule de la mousse. La mousse est une mousse à bicomposants achetée en bidon, normalement utilisée dans l'industrie automobile pour la réalisation des volants. Il mélange les composants lui-même dans des gobelets et y ajoute un colorant noir, utilisé aussi pour l'industrie automobile. Bernard Quegnaud verse donc la mousse afin de créer des cadres sur les cartons. Les cartons sont alors placés sur le châssis en aluminium et ils sont collés entre eux par de la mousse polyuréthane. La seconde œuvre exploite une mousse à très forte capacité d'expansion. Donc Richard Monnier est un artiste français et mon Fuji à moi est une sculpture en mousse de polyuréthane rigide de grande dimension. Pour cette œuvre, il souhaite montrer un mouvement suspendu, une réaction chimique. Cette mousse a été choisie car elle a une capacité d'expansion de 20 fois le volume du composant de départ. Une équipe de 4 personnes, dont Richard Monnier, a versé la mousse de polyuréthane sur un tas de sable creusé en son milieu. Et une fois la mousse solidifiée, le tas de sable a été éliminé. Et enfin, la dernière pièce du corpus est une œuvre de Xavier Veillant, un artiste français. L'installation des policiers est composée de 7 policiers et d'un signe de la ville de Paris et de 5 réverbères. L'artiste s'est tourné vers la mousse de polyuréthane qu'il trouve facile à sculpter pour avoir des formes précises. Les statues sont recouvertes d'une ou plusieurs couches de résine polyester armée d'un mat. La surface est alors après recouverte d'une peinture synthétique qui protège la résine de la lumière. Je vais vous parler rapidement de l'état de conservation de la collection. Les œuvres du corpus sont en général dans un bon état, à part quelques exceptions. La plupart des altérations sont visibles au niveau du revêtement. Je n'ai pas remarqué d'interaction avec des matériaux annexes présents sur les œuvres. Et je vais rapidement passer en revue les différentes altérations remarquées. Donc tout d'abord, on peut faire un lien direct entre la mousse non protégée et les oxydations importantes. Ces 2 œuvres sont très fragiles et mon Fuji à moi n'est plus exposable. Sur d'autres œuvres, la mousse est oxydée au niveau des lacunes des revêtements. Les mousses deviennent cassantes une fois oxydées et les œuvres présentent des cassures et des fissures. Les mousses rigides sont plus sensibles aux chocs et aux enfoncements. Les altérations des revêtements sont très importantes et doivent être prises en compte car c'est lui qui protège la mousse. Tant que le revêtement est complet, la mousse est protégée. On peut voir que certaines pièces présentent des lacunes de revêtement, des réseaux de craquelures et un jaunissement. Ici, le problème se trouve plutôt sur la conservation du revêtement. Pour les pièces éditées par Gufram, les plus anciennes émettent des odeurs de soufre dues à la dégradation du revêtement. Et le conditionnement peut être également des causes d'altération. Comme vous pouvez le voir, un surplus de papier d'emballage peut déformer des coins ou peut rester collé à la surface. Voilà, donc nous avons fait un tour du corpus et comme vous pouvez le voir, la mousse de polyuréthane y est représentée sous différentes formes et est alliée à différents matériaux. Cette étude permet de mieux comprendre les pièces et j'espère aidera le CNAP à leur conservation. Et elle a pu aussi mettre en évidence l'intérêt des artistes sur la conservation du matériau et également leur intérêt pour l'utilisation d'un matériau plus écologique mais qui peut avoir les mêmes propriétés d'expansion. Voilà, je remercie le public pour son attention.